Donc, je suis conservateur des collections patrimoniales et directeur adjoint depuis 12 ans. J'ai fait l'école des chartes, donc avec une thèse d'histoire de l'art du Moyen-Âge. Et après l'école des chartes, on a une école d'application, donc l'ENSIB, l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, qui forme au métier de conservateur de bibliothèque. Mon premier poste a été comme responsable de la lecture publique à la bibliothèque municipale du Mans, avant d'arriver à Angers. Alors, les fonds précieux dans des bibliothèques comme la bibliothèque municipale d'Angers, qui est une bibliothèque municipale classée, donc qui fait partie des 54 bibliothèques sur lesquelles de régions sur lesquelles l'État a un regard particulier en raison de l'importance et de la qualité des collections patrimoniales. Le fonds précieux il est constitué d'abord par les confiscations révolutionnaires, faites principalement sur les abbayes angevines, pour ce qui est de la bibliothèque d'Angers, quelques bibliothèques nobiliaires. C'est un fonds qui s'enrichit au fil du fonctionnement de la bibliothèque avec la patrimonialisation de collections qui ont d'abord été des collections de lecture publique, des collections de lecture ordinaire, mais qui vieillissant font l'objet d'une mesure de préservation pour certains de ces livres parce qu'on les juge intéressants pour l'avenir ou représentatifs de leur époque. Et puis par une politique très volontaire d'acquisition. De même que pour la lecture publique on parle de politique documentaire, il y a aussi des politiques documentaires d'enrichissement des collections patrimoniales. Donc c'est comme ça. Donc elle se constitue par des achats ciblés selon une politique bien prédéfinie, des achats en vente aux enchères ou auprès de galeristes ou de libraires, par des legs, parfois des legs testamentaires, des donations. On a une dation à Angers, donc c'est un mode d'entrée aussi particulier. Et puis, pour ce qui est du livre d'artiste, notamment, par des relations privilégiées avec soit des collectionneurs, soit des écrivains ou des artistes qui vont nous donner une partie de leur œuvre en échange de quelques contreparties, parfois des expositions ou des publications. Donc voilà pour les modes de constitution. Et après, comment se définit une collection précieuse? La préciosité, c'est une conjonction de différents critères. Alors il peut bien sûr y avoir la valeur marchande, la valeur financière de l'œuvre, mais qui n'est pas le critère déterminant dans une collection publique, qui est un des critères. La préciosité dans une collection publique, elle va se définir aussi par la rareté, éventuellement, de l'objet, son importance historique, avec une importance historique qui peut relever de différents domaines. Ça peut être pour l'histoire de la littérature, l'histoire de l'art, l'histoire des sciences. Et puis éventuellement, ça peut être la préciosité de la mise en œuvre du façonnage du livre, un manuscrit enluminé par de grands artistes, de grands peintres de la fin du Moyen-Âge, où évidemment il y a une préciosité évidente, une préciosité qu'on retrouve, une préciosité des matériaux qu'on peut retrouver dans le livre d'artistes contemporains aussi, ou de préciosité de la mise en œuvre, de la manufacture du livre, en quelque sorte. Alors les fonds patrimoniaux, donc on a trois missions quand on est conservateur de collections patrimoniales. On a une mission de conserver, de restaurer, une mission d'enrichissement des collections, et puis la troisième mission, c'est la valorisation. La valorisation, elle peut se décliner sous différentes formes. Bien sûr, la première des valorisations, c'est le signalement, le catalogage, la communication dans la salle d'études. Ça concerne un public principalement d'étudiants ou de chercheurs, ou d'amateurs érudits avertis déjà, mais donc c'est un public relativement restreint. Et quand on veut élargir vers un public plus important, peut-être moins initié, on va aller vers des opérations qui relèvent alors soit d'une exposition traditionnelle. Il y a des particularités de la technique d'exposition en bibliothèque qui diffèrent un petit peu des méthodes d'exposition en musée, mais qui sont globalement quand même comparables. L'exposition, donc avec différentes stratégies, soit des grandes expositions monographiques pendant un trimestre, où on a à la bibliothèque d'Angers une petite exposition, une exposition permanente mais constamment renouvelée, avec ce qu'on appelle notre vitrine trésor du mois,
à l'entrée de la bibliothèque. 100% des lecteurs de la bibliothèque passent devant cet endroit, devant cette vitrine, et chaque mois, on renouvelle, on met une œuvre particulière ou un petit groupe d'œuvres sur un même thème particulier en avant dans cette vitrine Trésor du mois. Donc il y a ce mode d'exposition qu'on agrémente très souvent de publications sous différentes formes. La vitrine Trésor du mois est chaque mois liée à un billet dans le blog du site internet patrimonial de la bibliothèque, le site Communis, qui est un peu notre Gallica local angevin. Des publications imprimées avec des catalogues d'expositions, la bibliothèque en publie très régulièrement. Et puis on fait aussi différents modes de valorisation à travers des visites des collections précieuses dans la salle où nous nous trouvons là en ce moment. Une grande salle où on peut accueillir des groupes de 15-20 personnes, des classes, et on leur montre directement, en les feuilletant devant eux, en leur expliquant les différents aspects du livre, on leur montre 10-15 livres tirés des collections précieuses, voilà, sans l'intermédiaire d'une vitrine, avec un feuilletage direct devant eux. Et puis le dernier mode de valorisation, c'est la numérisation, qui est aussi un moyen de conservation, mais en publiant en ligne sur notre site Communis, on a plus de 11 000 documents mis en ligne sur le site Communis, souvent parmi les plus précieux de la bibliothèque, prioritairement parmi les plus précieux. C'est aussi un mode d'accès 24 heures sur 24 à ces collections-là. Alors, c'est des notions complexes, ou du moins débattues, discutées. Donc, du point de vue, si je vous donne le point de vue d'un bibliothécaire, là, du coup, je dirais que le livre d'art, on va plutôt employer l'expression dans le domaine de la lecture publique. Ça va être d'une part, ça va recouper plusieurs ensembles, regrouper plusieurs sous-ensembles. Il va y avoir d'une part le livre sur l'art, un ouvrage bien abondamment illustré sur un sujet artistique, avec sans doute une proportion quand même significative d'illustrations, peut-être un tiers ou la moitié du livre. Je pense à des éditions comme Citadel et Masno, ça c'est pour le grand public, ou des éditions Picard, par exemple pour un domaine plus universitaire, mais voilà, des publications d'histoire de l'art ou sur l'art, ou des catalogues d'exposition parfois. On va aussi avoir des livres qu'on rejoindrait peut-être, qu'on pourrait dénommer sous l'appellation de beaux livres, c'est-à-dire de livres abondamment illustrés, mais quand même avec des œuvres d'art, c'est-à-dire pas forcément un album de photographie de tourisme, mais je pense là à des éditeurs comme Diane de Cellier, ou la collection blanche de chez Gallimard, quand ils sollicitent des artistes contemporains. Je pense par exemple à la Princesse de Clèves, illustrée par des créations, par des dessins de Christian Lacroix. Là, ces derniers mois, il y a La Métamorphose de Kafka, je n'ai plus le nom de l'artiste, mais voilà, donc, vous voyez ces éditions qui vont être sur une gamme de prix en librairie un petit peu plus élevée que le prix moyen du livre. On va être, on va dépasser la quarantaine d'euros minimum et aller avec Diane de Cellier ou Cédric Masno approcher la centaine d'euros, voire la dépasser. Donc ça, il y a ce côté beau livre. Donc là, en bibliothèque, ils ont leur place parce que c'est pas forcément des livres qui sont accessibles à tous. Donc il y a une dimension de service public et de mise en commun d'au moins un exemplaire pour l'ensemble d'une population desservie. Un rôle social presque, je dirais aussi, dans la mise en commun de ce genre de livre, pas forcément très accessible. Parfois avec ce livre, on peut avoir l'interrogation de savoir si ces beaux livres sont faits pour être lus. Hein. Il y a cette expression américaine qu'on pourrait traduire par le livre de table basse, ce livre de table de café qu'on va feuilleter entre amis à l'heure du café ou du digestif, confortablement assis dans son salon. Mais ça va durer un quart d'heure et on peut se poser la question de savoir si ce sont des livres qui sont entièrement lus. Je pense par exemple au superbe volume là, que vient de publier les éditions Place des Victoires sur la cathédrale d'Angers.
C'est un livre qui doit faire plus de 40 cm de haut, qui pèse 3,5 kg. Voilà, c'est superbement illustré, indéniablement. Donc on est sur un livre d'art, mais est-ce que c'est un livre fait pour être lu? Voilà. On est dans la catégorie beau livre. Et puis j'ai distingué donc ça beaucoup plus nettement de la catégorie des livres d'artistes, alors qui est aussi une catégorie très débattue. C'est une expression qu'on emploie communément en bibliothèque, dans un sens beaucoup plus large que le font un certain nombre d'universitaires, qui voudraient restreindre cette appellation aux livres dont la réalisation a été entièrement ou principalement dirigée par un artiste reconnu qui a une œuvre indépendante du monde du livre. Cet emploi de l'expression livre d'artiste, on l'intègre totalement en bibliothèque, mais on l'élargit à d'autres domaines qui vont être notamment le livre de dialogue, alors qui pourrait correspondre, le livre de dialogue, ça peut faire un pont avec certains des beaux livres, par exemple les éditions Diane de Sellier ou La Blanche de Gallimard, dont je vous parlais tout à l'heure. On pourrait dire qu'il y a une dimension de livre de dialogue. C'est pas tout à fait ça, parce que idéalement le livre de dialogue tel qu'on l'entend et tel qu'on le rapproche plutôt du livre d'artiste, c'est entre des protagonistes plutôt vivants de préférence. Donc idéalement, en général, un écrivain, souvent un poète, et un plasticien, souvent graveur ou peintre, qui partagent les mêmes pages d'un livre, dans un ordre parfois différent. Parfois c'est le plasticien qui a la primeur de l'intervention. Parfois sous la commande d'un éditeur, mais qui va être un éditeur qui va sortir du monde de l'industrie du livre. Ça va être un galeriste ou un libraire très spécialisé, ou parfois même un imprimeur qui va prendre l'initiative lui-même. En fait, ce qu'en bibliothèque on regroupe sous le terme de livre d'artiste, je dirais que ça répond à plusieurs axes communs et qui permettent de franchir les querelles de chapelle entre universitaires sur la notion de livre de dialogue, de livre d'artiste strictement, ou artist book au sens strict. Je dirais que ce sont des livres qui veulent échapper au circuit industriel et commercial ordinaire du livre. C'est pas pour rien que c'est un courant qui s'est développé à partir de Manet et Mallarmé, donc en réaction à l'application de la révolution industrielle au monde du livre. Donc il y a cette rupture avec le circuit industriel et commercial ordinaire. Il y a cette volonté de dialogue entre les arts, qui est très souvent, qui n'est pas rarement empreinte d'un certain jeu, d'une dimension ludique, créatrice, avec des essais de choses nouvelles, de techniques nouvelles pour des artistes. Il y a une dimension aussi que je perçois beaucoup, notamment dans le livre d'artistes depuis le milieu du XXe siècle et qui se perpétue assez bien aujourd'hui encore, une dimension sociale. En fait, les poètes ou les artistes qui participent à ces livres de dialogue ou à ces livres d'artistes stricts s'inscrivent souvent dans des cercles d'amitié. D'ailleurs, certains parlent, par exemple, Jean-Pierre Jay, dont nous avons le fonds à la Bibliothèque d'Angers, parle non pas de livres de dialogue, mais de livres d'amitié. Ce sont des cercles d'amis, de poètes ou d'artistes, de plus ou moins grand rayonnement, mais qui s'entendent bien ensemble, qui vivent parfois des vraies amitiés ensemble. Il peut y avoir même des liens de famille, d'amitié, de vacances, des vacances communes. Enfin, on sent que c'est des vrais cercles qui pour moi m'évoquent finalement des sortes de petites républiques des lettres ou petites républiques des arts, donc qui s'entrecroisent, qui ont des éléments d'intersection. Vous avez certains poètes qui participent à plusieurs de ces petites républiques, sont à la croisée de plusieurs de ces petites républiques des lettres ou des arts. Et donc, dans le livre d'artiste, il y a toute une forme de sociabilité de la création qui est extrêmement intéressante à percevoir, qui, à mon avis, est la garantie d'une certaine pérennité de ce type de production. Et pour vous illustrer ça, je dirais que... je vous donnerai deux exemples autour de livres d'artistes manuscrits, puisque une des particularités, c'est qu'on échappe
on peut, à travers le livre d'artiste, échapper totalement au monde de l'industrie de l'imprimerie, puisque on a un regain d'intérêt depuis la Seconde Guerre mondiale sur le livre d'artiste manuscrit. Et par exemple, un artiste comme Julius Balthazar, qui a constitué son fonds à la Bibliothèque d'Angers, a fait plusieurs fois des livres d'artistes sur de la correspondance qu'il a échangée. Il a publié sa correspondance avec Michel Butor, avec Fernando Arrabal, sous forme de livres d'artistes. Et il ne les a pas publiés forcément à des très gros tirages. C'est publié à quelques dizaines d'exemplaires, mais qui vont être partagés, diffusés auprès d'amis. Alors d'amis qui vont être d'autres poètes, d'autres artistes, mais aussi quelques galeristes qui les protègent, qui les patronnent, quelques collectionneurs, mais des gens qui sont, pour la très grande majorité, des gens qu'ils connaissent, qu'ils apprécient. Un graveur et peintre un graveur comme Bertrand Dormy, ses livres manuscrits qui sont faits à 5, 6, 7 exemplaires, il savait à peu près, il connaissait à peu près tous les possesseurs de ces livres. Il y en avait quelques-uns en collection publique, mais il connaissait quasiment tous les possesseurs privés de ces livres-là. Et donc, on voit qu'on reste dans un cercle d'amis, ou un cercle relativement maîtrisé. Et en fait, quand on publie sa correspondance, c'est comme si on partageait sa conversation de salon avec d'autres proches. Donc il y a cette dimension de sociabilité qui est aussi très intéressante. Et puis je pense que, autre aspect, ces livres d'artistes participent de stratégie éditoriale ou de stratégie de la création pour ces poètes ou artistes. Par exemple, on voit à la bibliothèque d'Angers, dans le fonds d'Angers avec le fonds Jean-Pierre Jay, quelque chose qui existe, que pratiquait René Char, qui était d'abord, lorsqu'il avait achevé un poème, de l'éditer, selon l'expression qu'emploient ces personnes, de l'éditer sous forme manuscrite à 2-3 exemplaires, sous forme de cahier, de livre, et de le confier à un ami artiste, de le tester en quelque sorte, ce texte, auprès d'amis. Et une fois la première édition entièrement manuscrite réalisée, aller voir un éditeur, soit un grand éditeur industriel ayant pignon sur rue, soit un atelier d'art ou une galerie, pour en faire un livre imprimé, éventuellement un livre d'artiste imprimé, donc tiré à quelques dizaines d'exemplaires, donc un petit peu plus largement diffusé. Mais ça permet, donc on perçoit ça très bien chez les poètes, et on le trouve aussi chez des artistes qui peuvent tester parfois une nouvelle technique dans un livre avant de l'appliquer à des grands tableaux, ou je pense par exemple à Bernard Aligan, qui va tester souvent des techniques nouvelles dans ses livres d'artistes avant de les appliquer à d'autres domaines artistiques, puisqu'il est peintre, graveur, sculpteur, même d'une certaine façon. Donc voilà, je pense pour cette définition un petit peu du livre d'artiste, c'est principalement et puis ici il y a aussi une idée conservatoire des métiers d'art du livre, de la typographie sur plomb, des traditions des colophons, des beaux papiers, des papiers non industriels ou des papiers industriels de très grande qualité. Il y a aussi ce conservatoire des métiers d'art autour du livre qui est perceptible dans ce monde qu'en bibliothèque on a tendance à regrouper sous l'appellation livre d'artiste.